Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Santé des femmes au travail. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder ce sujet important et souvent méconnu. Avant de débuter notre session, je me présente, je suis le docteur Meraten et pour ce webinaire, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagnée de Madame Chambaud. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Alicia Chambaud, ergonome et diététicienne au SLST. J'interviens à la demande des médecins du travail ou des entreprises sur l'ergonomie, des postes de travail et en sensibilisation collective sur la nutrition également. Nous sommes ensemble environ 1 heure. Je vous invite à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons à l'issue de cet exposé. En France, les femmes représentent environ 48,5% de la population active. La santé au travail prend encore peu en compte les problématiques spécifiques aux femmes. Durant ce webinaire, nous aborderons plusieurs points. Après une introduction, on vous donnera quelques chiffres clés. Ensuite, nous évoquerons des facteurs de risque sous-estimés aujourd'hui, méconnus et différenciés. Nous aborderons ensuite les conseils et les solutions qui peuvent être mises en place dans l'entreprise afin de mieux accompagner les femmes au travail. Nous intéresserons à 2 leviers essentiels pour préserver la santé au travail, manger mieux et bouger plus. Et on terminera par des conseils sur l'accompagnement que peut apporter les services de prévention et santé au travail. L'exposition au risque professionnel est différente entre les hommes et les femmes au travail. Et cette différence est liée à plusieurs points. Il y a des différences biologiques, notamment la biométrie, la morphologie, la force musculaire, mais aussi à des différences sociales. Les types de métiers qui sont féminisés et les risques associés à ces métiers, à certaines situations et événements spécifiques tout au long de la vie d'une femme, la puberté, les règles douloureuses, les grossesses, les avortements, la ménopause, mais également certaines maladies chroniques gynécologiques, à savoir une femme sur 3 est concernée. Si on prend l'exemple de l'endométriose, une femme sur 10 souffre de cette maladie. Mais ça peut aussi être une autre maladie comme le syndrome polykystique, le fibrome ou certaines maladies cancéreuses, notamment le cancer du sein. Un point important à relever, la santé des femmes et leur vie professionnelle sont étroitement liées. Le travail influence leur bien-être physique et mental, tout comme leur état de santé peut impacter le déroulement de leur carrière. Il est donc nécessaire de prendre en compte les spécificités des femmes et des hommes dans l'évaluation des risques au travail pour améliorer les conditions de travail et la santé de toutes et de tous. Aujourd'hui, on note un défaut d'approche différenciée en matière de santé au travail entre les femmes et les hommes, qu'on observe notamment dans l'organisation du travail, dans les postes de travail, dans les équipements de protection individuelle qui sont fondés en référence à l'homme moyen. Des politiques publiques de prévention historiquement d'abord pensées pour les métiers masculins. Une évaluation différenciée des risques qui reste aujourd'hui timide dans les entreprises de peur de discrimination. On rappelle que la réglementation accompagne les employeurs dans leur rôle face aux risques professionnels et en tenant compte des impacts différenciés selon le sexe, comme le rappelle l'article L4121-3 du Code du travail. Les entreprises ont donc un rôle clé à jouer pour soutenir les salariés dans le suivi de leur santé, prévenir les risques professionnels auxquels elles peuvent être exposées, mettre en place des actions adaptées. Donc, les entreprises doivent aujourd'hui tenir compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe, dans le cadre de leur démarche d'évaluation des risques, ce qui va apparaître dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Certains métiers résistent à la mixité. En effet, les femmes sont plus présentes dans les métiers suivants.
Pour les femmes, donc, nous avons les aides à domicile et aides ménagères, assistantes maternelles, les secrétaires, les employés de maison, les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes et les employés de la comptabilité. Pour les hommes, ils sont plus présents dans les métiers du bâtiment, donc les techniciens et aussi agents de maîtrise, les conducteurs de véhicules, l'armée, la police, les pompiers, les ouvriers qualifiés de la manutention et les ingénieurs de l'informatique. Pour le temps de travail, les femmes sont généralement plus souvent à temps partiel. Donc, vous pouvez voir, d'après les statistiques, 26,8% des femmes sont à temps partiel et 8,7% des hommes, avec le plus souvent une nécessité de travailler plus longtemps. Le besoin pour le temps partiel est souvent dédié pour s'occuper des enfants ou de proches en tant qu'aidantes. En ce qui concerne les chiffres clés, pour l'absentéisme, comme nous pouvons voir d'après le graphique présenté, l'absentéisme est plus marqué et en évolution chez les femmes entre 2010 et 2023. Un exemple, dans la fonction publique, 40% des femmes et 27% des hommes ont eu au moins un arrêt maladie en 2019. 2 fois plus de femmes que d'hommes ont eu plus de 3 arrêts dans l'année et les arrêts sont plus longs. Quelques facteurs de risque. Les contraintes de travail, par exemple organisationnelles ou techniques, donc organisationnelles comme des cadences à respecter, qui sont parfois trop élevées, ou du matériel inadapté pour ce qui est technique. Les arrêts maladie avant maternité, les affections longue durée, les cancers et maladies spécifiquement féminines comme l'endométriose ou la fibromyalgie. En ce qui concerne les accidents du travail, donc, les hommes sont plus à risque que les femmes dans les accidents du travail, 6 hommes sur 10 et 4 femmes sur 10. Les femmes sont majoritaires dans les accidents de trajet, 52%, et dans la survenue des maladies d'origine professionnelle, 52%, et pour les TMS, elles sont 55% et 45% pour les hommes. Nous avons une évolution de 26% des accidents du travail chez les femmes en 23 ans. 3 principaux accidents du travail recensés, les chutes de plein pied, les agressions et les chutes de hauteur. En ce qui concerne les maladies professionnelles, donc nous avons vu que les TMS sont très présentes chez les femmes. Donc ça concerne plutôt le secteur de la santé humaine, le travail administratif et l'action sociale. Et c'est plutôt localisé donc au niveau des mains, des poignets et des doigts dû aux mouvements répétitifs ou de précision. Pour les hommes, il s'agit des métiers plutôt de l'industrie manufacturière et de la construction, et le dos est plus atteint. Pour continuer avec les chiffres clés, en 2024, environ 2/3 des demandes de reconnaissance de maladies psychiques liées au travail concernent les femmes, soit 63% pour les femmes, 37% pour les hommes. Et dont 58% ont plus de 50 ans. 31% sont sur des postes de directrice, cadre de direction et gérante. Comme le montrent tous les chiffres donnés, une analyse genrée peut permettre une meilleure intégration et prise en compte des spécificités de la santé au travail des femmes. Sur cette slide, nous allons aborder les violences sexistes et sexuelles. On rappelle que l'employeur a une obligation générale de santé et de sécurité à l'égard de ses salariés. Il doit ainsi prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail. Ces obligations sont encadrées par la loi du 3 août 2018 et la loi santé de 2021. On rappelle l'obligation notamment pour l'employeur de mettre des affichages obligatoires, des textes du code pénal sur le harcèlement sexuel qui doivent être visibles dans les locaux, des désignations de référents également, et surtout une évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit apparaître autant que risque psychosocial. Maintenant, on va aborder donc certains facteurs de risque qui sont sous-estimés, comme on l'a déjà précisé, méconnus et différenciés. On va faire un petit rappel
sur cette frise, sur les différentes périodes de la vie hormonale de la femme qui peuvent impacter son poste de travail, son avenir professionnel. On voit que la période d'activité des femmes s'étend en moyenne de 22 ans à 62 ans. En moyenne, une femme aura ses règles pendant sa vie professionnelle pendant 29 ans et 65% de ces femmes-là vont avoir des symptômes, des difficultés liées à ces règles au travail. Ces difficultés, ça peut être des douleurs, une fatigue, des maux de tête, besoin de se changer plusieurs fois dans la journée, des sensations d'inconfort ou autres. 42% des femmes ont changé de poste de travail après leur dernier congé de maternité. 35% des personnes en parcours de PMA préfèrent démissionner plutôt que de concilier avec leur carrière. Des femmes actives de 40 à 60 ans en France sont ménopausées, 2/3 environ. Et une femme sur 2 se dit impactée par sa ménopause au travail. On va citer également l'endométriose. L'endométriose qui est une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement les femmes en âge de procréer. Cette maladie est un enjeu de santé publique aujourd'hui, de santé au travail et aussi un facteur d'inégalité professionnelle. Il faut savoir qu'une femme sur 10 souffre d'endométriose en France. Cette maladie engendre des douleurs invalidantes, imprévisibles, qui vont impacter aussi bien la vie professionnelle que la vie personnelle de la personne, donc de la femme. Ça se manifeste par des douleurs aiguës pendant les règles, voire même en dehors des règles, qui peuvent devenir récurrentes, invalidantes, qui engendrent une fatigue chronique avec parfois des malaises, mais aussi elle peut être accompagnée de problèmes digestifs, urinaires, des douleurs lombaires, des lourdeurs de la jambe. Sachant que cette maladie, il y a souvent un retard de diagnostic. En moyenne, le diagnostic se fait 7 à 10 ans après l'apparition des premiers symptômes. Les personnes qui sont atteintes d'endométriose ont souvent la crainte que leur état de santé puisse avoir des conséquences sur leur travail, comme un ralentissement dans leur évolution professionnelle, une mise en retrait dans les projets de l'entreprise ou être vue comme une personne vulnérable. Pour information, l'INSERM donne une statistique qui est intéressante, c'est que 65% de ces femmes reconnaissent qu'il y a un impact négatif sur le quotidien professionnel. C'est-à-dire, elles reconnaissent qu'il y a un manque de concentration, de production, des situations de présentéisme, et avec des conséquences pour l'entreprise, notamment des absences fréquentes, courtes, non prévisibles. Et ça peut être lié à des douleurs qui surviennent comme ça de manière inopinée, qui sont fortes, avec une fatigue très intense qui empêche le salarié de rejoindre son poste de travail, ou encore les effets secondaires des traitements, voire même des examens parfois médicaux qu'il faut faire en urgence. Le médecin du travail peut vous aider, vous accompagner. Et pour cela, il faut nous solliciter pour échanger. Donc, un échange entre salariés, employeurs et médecins du travail peut arriver à des solutions, des solutions à mettre en place dans l'entreprise, donc sur le poste du travail du salarié, de retrouver des mesures individuelles, adaptées, d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail, justifiées par cette maladie, tout en respectant bien sûr le secret médical. Il peut s'agir d'un assouplissement sur le poste de travail, adapter le poste, aménager sur le plan équipement, bureau, limiter par exemple les positions pénibles, les positions ou encore des déplacements, des manutentions,
ou encore aménager les horaires et le temps de travail, travailler en décalé, fractionner le temps de travail, favoriser des pauses supplémentaires ou encore mettre en place du télétravail. Bien sûr, tout ça grâce à l'échange qui va se faire avec notre équipe pluridisciplinaire. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est tout aussi important, qui constitue une autre étape majeure de la vie hormonale des femmes, la ménopause. La ménopause, aujourd'hui, un tabou en entreprise. Les symptômes sont peu connus, elles sont même peu connues par les femmes elles-mêmes, parce que c'est des symptômes qui sont très variables d'une femme à une autre. Le symptôme le plus connu, ce sont les bouffées de chaleur. Mais on peut aussi avoir des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil à type d'insomnie ou des réveils fréquents. La femme peut avoir aussi des articulations douloureuses ou encore des douleurs musculaires. On peut aussi avoir de l'ostéoporose. La femme ménopausée a souvent des troubles urinaires ou génitaux. Des variations d'humeur peuvent s'observer également, à type d'anxiété, de dépression, ou parfois un changement cognitif, un brouillard cérébral, voire des troubles de mémoire. Une sécheresse oculaire et cutanée aussi peut se voir, de même qu'une prise de poids. C'est également une phase de la vie hormonale où ça constitue un facteur de risque cardiovasculaire. La femme ménopausée peut aussi avoir une fatigue intense qui est souvent mise sur le dos du vieillissement, plus que sur la ménopause. L'âge moyen d'apparition de ces symptômes est entre 48 et 51 ans en moyenne, en sachant que ça peut durer de 7 à 14 ans. 20 à 25% des femmes déclarent que ces symptômes sont importants et peuvent avoir un impact sur leur vie quotidienne et professionnelle. Dans leur quotidien, pour confirmer, donc pour leur quotidien et à leur poste de travail, ces symptômes ont des répercussions. Et ces répercussions, donc, qu'on observe, liées à des difficultés à être dans un milieu, par exemple, surchauffé ou non ventilé, le besoin de boire régulièrement, des difficultés liées aussi au changement de position ou des positions tenues dans la durée. On dit que la femme ménopausée a souvent des douleurs articulaires ou musculaires, donc nécessité parfois de changer de position. Un besoin d'interruption fréquente de l'activité pour le passage aux toilettes urgent, fréquent, prolongé, imprévisible. Une baisse de la capacité de concentration aussi peut se voir chez la femme ménopausée avec perte de productivité ou d'efficacité, voire irritabilité et dépression, et tout ça accompagné d'un sentiment de gêne, de honte, parfois de culpabilité. Ces symptômes et ces répercussions qu'on a vues peuvent être aggravés par les conditions de travail. Alors, les conditions de travail, ça peut être des conditions donc organisationnelles ou des difficultés relationnelles ou des facteurs psychosociaux. On relève le stress qui est dû au travail, une interruption constante et fréquente des tâches, des horaires qui sont longs ou imprévisibles, une charge de travail importante qui se rajoute, un poste à responsabilité aussi, c'est un facteur qui peut aggraver ces symptômes. Des tâches qui nécessitent une grande attention aux détails, un apprentissage de choses nouvelles sur le poste de travail, ou encore une discrimination liée donc soit au sexisme, à l'agisme, donc lié à cet âge et cette ménopause. On passe à un autre facteur de risque, le risque cardiovasculaire. Première cause de décès chez la femme en France est
l'infarctus du myocarde. Plus d'une femme sur 4 meurt de maladie cardiovasculaire, 6 fois plus que par un cancer du sein. Attention, cet infarctus du myocarde chez la femme est caractérisé par certains points. Il y a un retard de prise en charge qui est fréquent, avec une augmentation de la mortalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées préconçues que cet infarctus est une maladie de l'homme et non de la femme. L'infarctus du myocarde est en augmentation chez la femme jeune, non ménopausée, et ça c'est lié surtout au tabac et au surpoids, l'obésité. Les symptômes sont parfois trompeurs chez la femme. On a tendance à minimiser les douleurs thoraciques. Parfois, ça peut se manifester par des douleurs atypiques, comme des douleurs à l'estomac, ou encore une angoisse anormale. Ça peut être également une fatigue intense ou juste un essoufflement, alors qu'on est devant un tableau d'urgence thérapeutique. Les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables liés au travail, on va les soulever parce que ce sont des facteurs qu'on peut prévenir. Il s'agit du stress, de la sédentarité, travail posté ou de nuit, l'exposition au bruit, le travail au froid, travail à la chaleur, des efforts physiques intenses, mais aussi l'exposition à certaines substances chimiques. Cela montre l'importance de mettre en place une prévention primaire et secondaire adaptée qui va permettre de réduire le risque cardiovasculaire en entreprise. Abordons maintenant un autre facteur de risque, le travail de nuit. Le travail de nuit, comme on le sait tous, peut engendrer de nombreux risques pour la santé, des troubles du sommeil, somnolence, anxiété, dépression, surpoids, obésité, certaines maladies métaboliques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, cancer du côlon ou cancer du sein. Une particularité pour le cancer du sein, on le sait aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité pour les femmes. Et là, le Centre international de recherche sur le cancer considère le travail de nuit posté impliquant une perturbation du rythme circadien comme cancérogène probable. Les horaires atypiques ou le travail de nuit augmentent de 26% le risque de développer un cancer du sein. Un autre facteur de risque professionnel, le risque chimique. Il faut savoir quel million de femmes en âge de procréer, c'est-à-dire entre l'âge de 15 à 44 ans, sont exposées aux produits chimiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Un salarié sur 10 exposé à au moins un agent chimique, donc cancérogène, mutagène, reprotoxique, est une femme. Il est important de réaliser l'évaluation du risque chimique dans l'entreprise pour repérer ces substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Certains produits chimiques sont connus pour être toxiques pour la reproduction et peuvent, selon les cas, diminuer la fertilité de l'homme ou de la femme, nuire au bon déroulement de la grossesse, porter atteinte au développement de l'enfant, à sa santé ou même à sa fertilité future. Ils peuvent aussi contaminer le lait maternel. Il faut savoir que certains produits chimiques peuvent nuire différemment à l'homme et à la femme. Si on prend l'exemple du plomb, celui-ci augmente le risque de cancer de la prostate chez l'homme et augmente le risque d'infertilité chez la femme.
Un autre point important, les femmes enceintes. On ne va pas développer l'ensemble des mesures donc de prévention et des risques, hein. Ça peut être l'objet d'un autre webinaire. Il faut savoir que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques pour accompagner les femmes enceintes, celles qui viennent d'accoucher ou qui allaitent. Et l'objectif, bien entendu, c'est de prévenir les risques liés au travail, c'est-à-dire le bruit, le risque chimique, travail de nuit, manutention et autres. Donc l'employeur peut prévenir et doit prévenir ces risques qui sont professionnels, qui ont des risques pour la femme enceinte ou la femme qui allaite. Pour limiter les risques professionnels cités auparavant, il est donc recommandé de penser la santé au travail au féminin, par une évaluation des risques en fonction du sexe pour mettre en place des actions de prévention adaptées aux situations rencontrées par les hommes et les femmes en poste, par exemple pour la manutention manuelle ou l'ambiance thermique, de transcrire dans le document unique une évaluation des risques intégrant les disparités hommes-femmes vis-à-vis de certaines expositions, de faire une démarche concertée en lien avec les représentants du personnel et le SPSTI. Et bien sûr, ne pas oublier le principe général de l'ergonomie qui est d'adapter le travail aux hommes, mais également aux femmes. Prévenir les risques professionnels pour la santé des femmes, c'est aussi enrichir l'analyse et le questionnement auprès des unités de travail, en évaluant l'environnement physique de travail, donc est-ce que le matériel va être adapté pour tout le monde, l'ambiance et les risques physiques aussi, parfois sous-évalués, donc par exemple le bruit, la chaleur. Vous trouverez ci-dessous un rappel de la norme pour la manutention manuelle, donc qui est de 55 kg pour les hommes à partir de 18 ans et de 25 kg pour les femmes. Pour l'organisation du travail et les process, il est important d'analyser la répartition du travail, les cycles de travail et les contraintes organisationnelles. L'organisation et l'articulation des temps de travail, les horaires atypiques, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la personne, le travail de nuit et la possibilité de télétravail. Les relations au travail et le management, les relations donc, dans le collectif, les relations managériales, externes, exigences émotionnelles. Les parcours professionnels et les compétences aussi doivent être questionnés, les évolutions professionnelles, les statuts d'emploi, les accès aux compétences et par exemple les formations. Et enfin, les facteurs de risque impactant la santé reproductive des femmes et des hommes, les situations de maternité, l'allaitement, la fertilité et les situations de ménopause. Nos conseils pour agir en prévention et pour la préservation de la santé des femmes, le premier, c'est de surtout ne pas attendre les premières plaintes ni les premiers effets sur la production et l'organisation pour agir. Également, de mieux informer et former les employeurs, les salariés et les professionnels de santé, comme par exemple les infirmiers en entreprise, sur ces sujets parfois tabous, comme les TMS, l'endométriose ou la ménopause. D'ouvrir le dialogue en entreprise avec les salariés concernés pour leur permettre de s'exprimer et de trouver des solutions adaptées à leurs besoins, en adaptant leur poste de travail, par exemple, en organisant des horaires flexibles, du télétravail, des pauses supplémentaires si nécessaire, ça peut être ponctuel, des micro-siestes, des autorisations d'absence et des salles d'allaitement, par exemple. De prendre en considération le genre dans l'évaluation des risques professionnels en entreprise, dans l'ergonomie des postes de travail, les postes de travail, comme on l'a vu, sont souvent conçus pour l'homme moyen, donc qui est d'environ 1,75 m, pour le choix des EPI, pour qu'ils soient confortables pour les hommes et les femmes, les équipements et l'environnement en fonction des postes de travail, la limitation des postures pénibles prolongées, donc ça passe par l'analyse de l'activité réelle, la ventilation de la pièce, l'accès facilité aux sanitaires, avoir de l'eau à proximité, les tenues professionnelles aussi, elles doivent être le plus souvent respirantes.
Vous pouvez solliciter nos équipes également pour être accompagnés dans la mise en place d'une démarche de prévention adaptée au bénéfice de la santé de tous les salariés et de la performance de l'entreprise. Dans la continuité de nos conseils de prévention, nous allons maintenant vous sensibiliser sur les recommandations en matière de nutrition et d'activité physique pour limiter les risques pour votre santé. Il faut savoir que le surpoids et l'obésité sont en augmentation régulière depuis 20 ans. En effet, 44,2% des femmes de 18 à 74 ans sont en surpoids et en obésité, alors qu'elles étaient 25% en 1993. Et 14% sont en obésité. Il y a un risque augmenté de prise de poids lors des grossesses, de la ménopause, comme on l'a vu précédemment, des prises de traitement aussi pour la PMA, pour les personnes qui sont sur des postes plutôt sédentaires, donc assises plus de 5 heures par jour, le travail en horaire atypique et de nuit, et lorsque le niveau d'activité physique est insuffisant, associé à une sédentarité élevée. Pour rappel, la sédentarité, c'est 5 heures assis par jour, que ce soit durant le travail, durant les temps de trajet, ou à la maison, ou lors de vos loisirs. Si vous êtes assis toute la journée et que vous faites une activité physique le soir, vous êtes quand même considéré comme sédentaire à votre poste de travail et en général. Ce qui entraîne une stigmatisation fréquente et des inégalités sociales, professionnelles et peut induire une vulnérabilité psychologique. Ici, vous trouverez des conseils pour équilibrer votre alimentation. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur mangerbouger.fr et également sur notre plaquette que vous pouvez consulter en PDF sur notre site slst.fr. À gauche, les recommandations du Programme national nutrition santé pour équilibrer votre alimentation avec les groupes d'aliments. Augmenter les fruits et légumes, les légumes secs, les fruits à coque, le fait maison, l'activité physique. Consommer plutôt des aliments complets, donc comme le pain complet, des céréales complètes, du pain, de la semoule, du riz complet. Alterner entre le poisson gras et le poisson maigre. Bien varier vos huiles, ne pas toujours consommer la même et éviter de cuisiner au beurre. Avoir une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée, donc 2 produits laitiers par jour, c'est suffisant. Sauf à partir quand la ménopause apparaît, il faut passer à 3 à 4 produits laitiers par jour. Consommer plutôt des produits locaux, bio, et réduire sa consommation de produits ultra transformés, de produits sucrés, salés, de viande rouge, et bien sûr limiter la sédentarité, la consommation d'alcool. Vous pouvez également vous aider des produits notés Nutri-Score A, B ou C et bien limiter le D et le E. À droite, vous avez la composition d'une lunchbox équilibrée. Donc, pour équilibrer son repas, il est recommandé de composer son assiette avec des protéines animales ou végétales. Dans la deuxième partie de votre assiette, donc environ un quart des féculents complets. Et vous pouvez compléter votre assiette, donc environ la moitié de l'assiette, par des légumes crus ou cuits. Ensuite, un produit laitier et un fruit pour terminer votre repas. Vous avez des QR codes que vous pouvez scanner, donc qui vont vous renvoyer sur la fabrique à menus sur mangerbouger.fr pour composer vos menus de la semaine avec le nombre de personnes que vous avez dans votre foyer. Et vous aurez ensuite des recettes avec des produits frais et de saison. Et à droite, vous avez notre livret recettes, consultable aussi sur notre site internet. Pour compléter l'alimentation, nous allons maintenant parler de la sédentarité et de l'activité physique. Il faut savoir que 53% des femmes et 70% des hommes atteignent les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique. Les femmes actives physiquement ont régressé de 10% en 10 ans, et tout particulièrement la tranche d'âge entre 40 et 54 ans, moins 22%. Le manque d'activité physique, c'est un facteur de risque, on le sait, plus fréquent donc chez la femme, et c'est à niveau équivalent à ceux du tabac, de l'hypertension artérielle et du surpoids. L'inactivité physique et la sédentarité, les deux couplés augmentent les risques de diabète de 30%, d'infarctus aussi de 30%, d'AVC, d'hypertension artérielle de 40% et de cancer de 25%.
Sitting is the new smoking, vous le voyez apparaître de plus en plus sur les réseaux socio-professionnels, car notre rapport avec l'inactivité physique et la sédentarité est au même point qu'avec le tabac et la cigarette il y a 50 ans. Quelles sont les recommandations pour l'activité physique pour les adultes? Donc, c'est au moins 150 à 300 minutes par semaine d'une activité physique modérée. Ça peut être de la marche rapide, du vélo, de la natation, mais également du jardinage ou du bricolage. Au moins 75 à 150 minutes d'une activité physique intense, donc du cardio intense, du footing, du basket par exemple, ou du tennis. L'idée, c'est de bien combiner le renforcement musculaire et le cardio et bien sûr de limiter le temps passé assis. Donc idéalement moins de 5 heures par jour et surtout bien alterner la posture assise et la posture debout toutes les heures au moins, toutes les demi-heures ou enfin 1 à 2 fois par heure. Donc, vous avez ici des petites astuces pour limiter la sédentarité. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le webinaire Nutrition et prévention de la sédentarité qui est en replay aussi sur notre site. Un focus sur les nutriments à favoriser chez la femme durant certaines périodes de sa vie, telles que la grossesse et la ménopause. Donc, on va commencer déjà pour préparer ou durant sa grossesse, les nutriments à favoriser donc, sont le calcium, la vitamine D et la vitamine B9 que vous retrouverez dans la liste d'aliments sur cette présentation. L'iode, les poissons, donc, que vous retrouverez dans les poissons bien cuits et non fumés à consommer 2 fois par semaine. Les recommandations, c'est de s'hydrater régulièrement, 0 alcool, de modérer la caféine et les boissons sucrées. L'eau est en effet la seule boisson indispensable. Donc, à consommer entre 1 litre, 5 à 2 litres par jour et plus si vous travaillez à la chaleur, si vous êtes exposé à la chaleur ou si vous êtes malade. Conseil pour limiter les effets liés à la ménopause, donc d'équilibrer ses apports et ses dépenses énergétiques pour limiter la prise de poids. De pratiquer une activité physique régulière afin de limiter aussi la prise de poids et surtout de prévenir le risque d'ostéoporose. L'activité physique, en effet, peut ralentir la perte de densité osseuse. D'éviter les régimes sévères, plutôt de faire un rééquilibrage alimentaire, donc d'être suivi par des professionnels de santé tels que des médecins nutritionnistes ou des diététiciens, afin de limiter le risque de carence en vitamines et en minéraux qui sont très importants durant cette période de la vie. Donc, veillez à avoir un apport suffisant en calcium. Donc, comme je vous disais auparavant, d'augmenter votre consommation de produits laitiers à 3 à 4 par jour. Dans les fruits et légumes aussi, vous pouvez trouver du calcium, donc surtout dans les légumes verts. Dans les oléagineux, dans les graines, donc par exemple dans les amandes, dans le pavot, dans le sésame. Pour les poissons, les fruits de mer, dans le saumon, les sardines, les crevettes, le maquereau. Dans le tofu, le soja et aussi dans les eaux minérales riches en calcium. Pour limiter le risque de maladies cardiovasculaires, les bouffées de chaleur et les changements d'humeur, donc vous pouvez privilégier une alimentation riche en zinc, donc présent dans les fruits de mer, le chocolat noir, la viande, les œufs, les céréales complètes. Une alimentation aussi riche en oméga 3, donc, que vous retrouvez dans les poissons gras, par exemple le saumon, le thon, ou les sardines ou les maquereaux. Les huiles végétales, l'huile de noix, olive, colza, les graines de lin, l'avocat et les œufs. Pour le magnésium, vous le retrouvez dans le chocolat noir, la banane, les eaux minérales aussi, certaines eaux minérales et les légumes secs. Il est important de bien s'hydrater régulièrement en variant les eaux et de limiter aussi le café, les boissons sucrées et l'alcool. Vous pouvez également faire de plus petits repas pour une meilleure digestion et ne jamais sauter de repas. Vous trouverez un exemple de menu avec tous les aliments que je viens de vous recommander, que vous retrouverez dans la présentation que l'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Alors, votre SPSTI peut vous accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut agir ensemble. Vous pouvez nous solliciter nos équipes pluridisciplinaires
pour être accompagné dans la mise en place d'une démarche de prévention adaptée au bénéfice de la santé de tous les salariés et de la performance de l'entreprise. Donc, le SLST peut vous accompagner, donc d'une part, par les différents types de visites dont peut bénéficier le salarié, donc indépendamment des visites réglementaires, visites d'embauche, les visites intermédiaires, les visites périodiques, le salarié peut bénéficier des visites de pré-reprise. Alors, ces visites de pré-reprise qui peuvent avoir lieu donc à partir de 30 jours après un arrêt de travail, l'employeur a l'obligation d'informer son salarié de la possibilité de bénéficier de cette visite, mais aussi de la possibilité de bénéficier d'un rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous de liaison peut être à la demande du salarié ou comme il peut être organisé par l'employeur. À côté de ces visites de pré-reprise, il y a aussi la visite occasionnelle. La visite occasionnelle qui, là aussi, peut être à la demande du salarié ou de l'employeur. La visite à la demande du salarié peut soit transiter par l'employeur, ça sera donc sur son temps de travail, mais le salarié peut aussi la demander en dehors de ses heures de travail et il fera la demande directement auprès de notre service. Le service de santé au travail peut aussi vous accompagner grâce aux préventeurs, aux ergonomes, dont pour la prévention des risques professionnels, notamment l'accompagnement pour établir votre document unique. Des études ergonomiques aussi peuvent être réalisées dans vos services sur des postes individuels en fonction des besoins donc de situation de vos salariés. Pour des aménagements de postes, mais aussi on peut vous conseiller pour la conception de nouveaux locaux par exemple. On peut également réaliser des sensibilisations collectives. Par exemple, l'exposition au bruit, au travail sur écran, les risques routiers, pour la nutrition, pour le sommeil, l'addiction ou pour les risques psychosociaux. On peut également vous accompagner dans l'évaluation de certains risques comme le risque chimique ou les mesures de bruit. Nous avons également une cellule de prévention de désinsertion professionnelle qui mobilise différents acteurs de maintien d'emploi qui peut être sollicité pour certaines situations de salariés en difficulté et bien entendu, ça peut être orienté par son médecin du travail, mais aussi ça peut être à la demande du salarié ou de l'employeur. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'ANACT, de l'INRS, Endo-France, Manger Bouger, mais également Agir pour le cœur des femmes, surtout pour le risque cardiovasculaire. Vous retrouverez nos plaquettes de prévention. Donc, vous avez la plaquette produits chimiques et grossesse, par exemple, le travail sur écran, pour la nutrition et les horaires atypiques, au volant en bonne santé, pour les commerciaux, les chauffeurs routiers, par exemple, le bruit, tous concernés, intervenant à domicile, mangeons mieux, bougeons plus, et bien porter tous concernés. Et vous avez beaucoup d'autres plaquettes aussi sur notre site internet que vous pouvez télécharger en PDF. Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur LinkedIn, YouTube également. Et vous avez via ce QR code tous nos prochains événements, donc les ateliers, petits déjeuners, stands et webinaires pour l'année 2026. Nous vous remercions pour votre attention. Ce webinaire donc sera en replay sur notre site et la présentation envoyée aux participants. Nous sommes maintenant à votre écoute pour répondre à vos questions. Juste pour rappel que devant toute situation de santé d'un de vos salariés et qui donc entraîne des difficultés à tenir son poste de travail, on vous conseille un échange avec donc l'équipe pluridisciplinaire, avec le médecin du travail, qui peut solliciter donc l'ensemble de l'équipe pour faire des études de poste éventuellement ou pour une étude de poste.
pour accompagner ce salarié et éviter la désinsertion professionnelle. Donc ça s'applique aussi bien pour une femme qui a un problème lié de santé comme l'endométriose, ou encore une femme qui a des facteurs, des symptômes importants de ménopause, ou toute autre maladie d'ailleurs. Hein, ça s'applique, donc c'est ce qu'on vous conseille essentiellement. Merci à vous Merci. pour votre attention. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.